J'ai empoisonné le thé de ma belle-mère ce matin-là, sous le regard indifférent des pigeons de la place des Vosges, et son râle d'agonie a été la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. 10 ans plus tôt, elle m'avait fait endosser le meurtre de mon propre mari, son fils chéri, pour protéger son empire immobilier bâti sur des mensonges et des corps. Aujourd'hui, à 42 ans, je suis revenu de l'enfer des geôles de Fleury-Mérogis, et Paris, cette garce infidèle, m'attend pour une valse macabre de revanche. Je m'appelle Élise Duval, et si vous pensez que la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est que vous n'avez jamais goûté au sang chaud d'une trahison familiale. Tout a commencé il y a 15 ans, dans le tumulte des rues pavées de Paris, où l'air sent le crottin de cheval et les ambitions rances. J'étais alors une jeune femme de 27 ans, fraîchement diplômée de la Sorbonne en histoire de l'art, avec des rêves aussi fragiles que les vitraux de Notre-Dame. J'avais rencontré Antoine, mon futur mari, lors d'une vernissage au Louvre. Il était l'héritier d'une lignée d'immobilier voraces, les Beaumont, qui possédait la moitié des immeubles haussmanniens du Marais. Sa mère, Viviane Beaumont, était la matriarche impitoyable, une veuve aux lèvres peintes en rouge sang, qui dirigeait son empire depuis un hôtel particulier rue de Rivoli, avec la férocité d'une reine déchue. Antoine était charmant, avec ses yeux bleus comme la Loire en été et un sourire qui désarmait les notaires les plus coriaces. Nous nous sommes mariés en grande pompe à l'église Saint-Germain-des-Prés, sous les regards envieux de la haute bourgeoisie parisienne. Viviane m'avait accueilli à bras ouverts, ou du moins, c'est ce que je croyais. « Ma chère Élise, tu es la fille que je n'ai jamais eue », murmurait-elle en me serrant contre sa poitrine parfumée au Chanel numéro 5. Mais derrière ces mots sucrés, il y avait un venin lent, insidieux. Elle voyait en moi une intruse, une roturière qui osait diluer le sang pur des Beaumont avec mon lignage modeste de fonctionnaire lyonnais. Les premières fissures sont apparues lors de la lune de miel à Saint-Tropez. Antoine, déjà rongé par l'alcool et les dettes de jeu qu'il cachait à sa mère, m'a avoué un secret. Viviane n'était pas la veuve éplorée qu'elle prétendait être. Son mari, le père d'Antoine, n'était pas mort d'une crise cardiaque comme l'officialisait le certificat. Non, il avait été poussé du balcon de leur villa de Deauville par Viviane elle-même, lors d'une dispute sur une affaire immobilière véreuse impliquant des pots de vin de promoteurs mafieux. Elle l'a fait pour nous sauver, Élise. Pour l'héritage, avait-il bredouillé, les yeux vitreux d'un cognac trop fort. J'avais ri nerveusement, pensant que c'était une exagération d'ivrogne. Mais le doute s'était planté en moi comme une écharde sous la peau. De retour à Paris, la vie conjugale s'est muée en un balai de suspicion. Antoine dépensait sans compter, vidant les comptes familiaux pour ses vices, tandis que Viviane serrait les cordons de la bourse avec une avarice biblique. Elle m'accusait subtilement de le pousser à la ruine. « Élise, ma chérie, tes expositions d'art abstrait coûtent une fortune. Antoine a besoin d'une femme pratique, pas d'une rêveuse. » Bientôt, les dîners familiaux à l'hôtel particulier devinrent des champs de mine. Elle glissait des allusions empoisonnées sur mon infertilité, un sujet que je portais comme une croix depuis notre mariage stérile, et insinuait que je n'étais pas digne de porter le nom Beaumont. Puis vint la nuit fatidique, un automne pluvieux de 2010. Nous étions à la campagne, dans la propriété des Beaumont en Normandie, un manoir gothique aux murs couverts de lierre comme des veines saillantes. Antoine et moi avions eu une énième dispute. Il m'accusait de le trahir avec un galeriste, une calomnie née de sa paranoïa alcoolisée. Viviane était là, bien sûr, pour apaiser les tensions familiales. Elle nous avait servi un dîner arrosé de Bordeaux millésimé, ses yeux de vipère observant chaque bouchée. Tard dans la nuit, je me suis réveillé en sursaut. Antoine gisait au pied de l'escalier, le crâne fracassé contre les marches de marbre. Du sang partout, une odeur métallique qui collait à la gorge. J'ai hurlé, appelé les gendarmes, mais Viviane était déjà là, calme comme une statue, enveloppée dans sa robe de chambre de soie. Un accident, ma pauvre Élise. Il était saoul, comme toujours. Les enquêteurs sont arrivés à l'aube, sous un ciel normand bas et lourd. Tout pointait vers moi, mes empreintes sur la rampe, j'avais tenté de le rattraper dans un cauchemar éveillé, mes cris perçus par les domestiques comme une dispute violente, et surtout, une lettre falsifiée qu'Antoine avait écrite avant de mourir, m'accusant de le détruire financièrement. Viviane l'avait placée sur son bureau, de sa propre main, j'en suis sûr maintenant. Elle a témoigné avec une éloquence glaciale, ma belle-fille était jalouse de notre lien mère-fils. Elle le poussait à la folie. Les preuves s'accumulaient comme des dominos. Des transferts bancaires que j'ignorais, vers des comptes offshore que Viviane avait orchestrés pour noyer Antoine dans les dettes et me faire passer pour la marâtre cupide. Le procès à Rouen a été un cirque médiatique. Les tabloïds parisiens titraient « L'héritière meurtrière du Marais ». J'ai plaidé non coupable, mais les jurés, des provinciaux éblouis par le prestige des Beaumont, m'ont condamné à 20 ans pour homicide volontaire. Viviane, en larmes crocodiles devant les caméras, a hérité de tout, l'hôtel particulier, les immeubles, l'héritage que j'aurais dû toucher en tant qu'épouse légitime. Elle m'a rendu visite en prison une fois,
à travers la vitre du parloir de Fleury-Mérogis. Tu as eu ce que tu méritais, Élise. Antoine était à moi, et son sang l'est aussi. Ces mots étaient un poison lent, et j'ai juré, là, sous les néons blafards, que je la verrais crever. Les 10 années suivantes ont été un purgatoire de béton et de regrets. Fleury-Mérogis, cette forteresse grise aux abords de Paris, est un microcosme de la France profonde. Des femmes brisées par des amours toxiques, des immigrés sans papier qui pleurent leurs enfants, et moi, l'intellectuel déchu lisant Balzac pour ne pas sombrer. J'ai appris le droit en autodidacte, fouillé les archives via des avocats bénévoles, et découvert la faille. Une expertise médico-légale bâclée sur la fracture du crâne d'Antoine. Ce n'était pas une chute. C'était un coup précis, porté par quelqu'un de fort, comme Viviane, qui avait fait de la musculation pour se maintenir en forme. Mais plus encore, un notaire corrompu a avoué sous pression. Viviane avait falsifié des documents pour me dépouiller de mon douaire, l'héritage que mon père m'avait légué, une petite galerie d'art à Lyon, mais symbolique. Libéré sur conditionnel en 2025, après une révision de procès grâce à une avocate féministe acharnée, je suis revenu à Paris comme un fantôme. La ville avait changé. Les JO de 2024 avaient repeint les quais en bleu-blanc-rouge, mais l'odeur de la Seine restait la même, putride et éternelle. Viviane, maintenant septuagénaire mais toujours altière, régnait sur son empire depuis un fauteuil roulant, un cancer des poumons, ironie du sort, contracté à force de fumer des Gauloises en cachette. Elle m'a convoqué rue de Rivoli, pensant me manipuler une dernière fois. Élise, ma chère, l'héritage d'Antoine. Tu y as droit maintenant. Partageons-le, pour le bien de la famille. Ses yeux brillaient d'une cupidité inchangée. J'ai souri, pour la première fois depuis 10 ans. Aucun, Viviane. Aucun héritage pour les tombes. Et j'ai agi immédiatement. La porte de l'hôtel particulier s'est refermée derrière moi avec un claquement sec, comme le couperet d'une guillotine. Paris bruissait dehors, les klaxons des Vélib', les rires des touristes japonais place Vendôme, et ce vent automnal qui charriait les feuilles mortes comme des souvenirs avortés. J'avais passé la matinée à errer dans le Marais, à toucher les façades haussmanniennes que j'aurais dû posséder, à me rappeler les nuits où Antoine et moi faisions l'amour sur les toits, ivres de vin et d'illusions. Mais tout ça n'était que cendre maintenant. Viviane m'attendait dans le salon aux lambris dorés, entourée de portraits ancestraux qui la toisaient avec un mépris aristocratique. Elle était amaigrie, sa peau parcheminée tendue sur des os saillants, mais son regard restait celui d'une louve, calculateur, affamé. « Assieds-toi, Élise. »« Du thé ?» Marie a préparé du Darjeeling, comme tu l'aimes. Sa voix était un filet de miel empoisonné, et elle a fait signe à la gouvernante, une ombre discrète qui s'éclipsa aussitôt. J'ai décliné d'un geste, m'installant en face d'elle sur un fauteuil Louis XV qui grinça sous mon poids. 10 ans de prison avaient durci mon corps. Des muscles forgés à la salle de sport de Fleury, des cicatrices invisibles sur l'âme. Inutile de jouer les hôtesses, Viviane. Tu m'as fait appeler pour l'héritage, pas pour une réconciliation. Elle a ri, un gloussement rauque qui se mua en tout. Le cancer la rongeait, mais elle le niait, se soignant aux tisanes et aux prières catholiques d'Hippocrate. Toujours directe, ma belle-fille. Oui, l'héritage. Avec ta libération, les avocats ont revu les termes du testament d'Antoine. Tu as une part, substantielle. Les immeubles du 7e arrondissement, la villa de Normandie. Nous pourrions gérer ça ensemble. Pour honorer sa mémoire. Ses doigts arthritiques pianotaient sur la coudoir, et je vis le piège. Elle voulait me lier à elle, me faire complice de ses magouilles actuelles. J'avais enquêté. Pendant mon incarcération, elle avait hypothéqué des biens pour couvrir des dettes de jeu héritées d'Antoine. Et pire, investi dans des projets immobiliers douteux avec des promoteurs liés à la mafia corse. Ensemble, comme quand tu m'as envoyé en prison pour un meurtre que tu as commis. J'ai lâché ça calmement, mais l'air s'est chargé d'électricité. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que tu insinues? C'était un accident. Tu étais là, Élise. Ton témoignage. J'ai interrompu d'un ricanement. Mon témoignage? Tu l'as fabriqué, avec tes faux documents et tes domestiques soudoyés. J'ai les preuves maintenant, l'expertise balistique sur le coup au crâne, les relevés bancaires montrant tes transferts pour me piéger. Tu as tué Antoine parce qu'il allait te dénoncer pour le meurtre de ton mari. Et tu m'as fait porter le chapeau pour garder l'empire intact. Le silence s'est étiré, lourd comme la brume sur la Seine. Viviane n'a pas nié. Au contraire, un sourire tordu a étiré ses lèvres. Et alors? La famille passe avant tout. Antoine était faible, comme son père. Toi, tu étais parfaite, l'épouse parfaite à sacrifier. Regarde-toi, 10 ans plus tard, tu es libre, et moi, je t'offre une seconde chance. Prends l'héritage, ou repars les mains vides. C'était du chantage pur, teinté d'une arrogance qui me fit bouillir.
Elle pensait que la peur de la misère me briserait à nouveau. Mais la prison m'avait forgé en acier trempé. J'ai sorti de mon sac une enveloppe Kraft, la posant sur la table basse en marbre. « Ouvre-la. » Elle l'a fait, ses mains tremblant légèrement, la maladie ou l'appréhension. À l'intérieur, des copies de documents légaux, des témoignages de l'avocat qui m'avait sorti, et une lettre de dénonciation prête à être envoyée au procureur. Pour meurtre avec préméditation sur ton mari, et complicité dans ma condamnation injuste. Tu iras rejoindre tes ancêtres en enfer, Viviane, mais pas avant d'avoir tout perdu. Son visage s'est décomposé, passant du rose au cendré. Tu bluffes. Tu n'oserais pas détruire la famille. J'ai haussé les épaules. La famille, elle est morte avec Antoine. Et maintenant, pour l'héritage, aucun. Je le refuse, et je te laisse crever seul avec tes dettes. Je me suis levé, prête à partir, mais elle m'a agrippé le poignet avec une force surprenante. Attends. Élise, écoute-moi. Il y a un secret. Plus grand. Antoine n'était pas mon fils biologique. Les mots ont frappé comme un coup de poignard. J'ai ricané. Un bâtard? Ça change quoi? Non. Ton père. Il était le père d'Antoine. Ta liaison avec lui, il y a 20 ans, à Lyon. J'ai tout su, et j'ai élevé l'enfant comme le mien pour le lier à l'Empire. Le monde a basculé. Mon père, ce professeur d'histoire discret, amant secret avec ma mère encore en vie? Impossible. Mais Viviane avait des photos. Moi, adolescente, fuyant une chambre d'hôtel lyonnaise, mon père, jeune et coupable. Elle avait utilisé ça pour manipuler Antoine, et maintenant, pour me briser à nouveau. J'ai arraché mon bras, le cœur cognant comme un tambour de la Révolution. Tu mens. Mais au fond, je sentais la vérité suinter, un poison familial plus ancien que je ne l'imaginais. Elle a ri à nouveau, triomphante. Prends l'héritage, ou je publie tout. Ton inceste imaginaire fera de toi une paria éternelle. C'était le chantage ultime, un twist qui me liait à elle par le sang corrompu. J'ai quitté le salon sans un mot, mais en sortant, j'ai glissé dans la poche de Marie, la gouvernante loyale que j'avais soudoyée, un flacon de digitaline, extrait de digital pourpre, mortel pour un cœur affaibli par le cancer. La nuit est tombée sur Paris comme un linceul. J'ai marché le long des quais, l'eau noire reflétant les lumières des bateaux-mouches. Le secret de Viviane me rongeait. Si Antoine était mon demi-frère, alors notre mariage était une abomination, et ma vengeance. Une boucle incestueuse. Mais la haine l'emportait. À minuit, un appel anonyme. Marie, la voix chevrotante. C'est fait, madame. Dans son thé du soir. J'ai fermé les yeux, imaginant Viviane convulsée sur son lit à baldaquin, les portraits ancestraux témoins muets. Le lendemain, les journaux titreraient « La matriarche des Beaumont emportée par son maladie ». Pas de suspect, pas d'autopsie poussée, qui douterait d'une cancéreuse solitaire. Mais la revanche ne s'arrête pas là. L'héritage, que j'avais refusé, était maintenant mien par défaut. Viviane n'avait pas d'autre héritier direct. Les notaires m'ont contacté, ébahi. J'ai vendu tout, les immeubles aux promoteurs corses, récupérant des millions pour des œuvres caritatives. Ironie, aider les veuves de prisonnières comme moi. Pourtant, le twist me hantait. J'ai fouillé les archives familiales, trouvé les lettres de mon père confirmant l'adultère. Viviane avait tout orchestré pour me piéger dans un filet de sang et de secrets. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de formalités légales et de nuits blanches. Paris, cette ville de lumière trompeuse, me semblait maintenant un labyrinthe de miroirs déformants. J'ai emménagé dans un petit appartement du 5e arrondissement, près du Panthéon, un refuge anonyme aux murs lézardés où l'odeur de livres moisis me rappelait mes jours de Sorbonne. L'héritage affluait sur mon compte en banque comme un torrent, 20 millions d'euros, net d'impôts grâce à des avocats zélés. Mais l'argent ne lavait pas le sang. Chaque matin, je me réveillais en sueur, hanté par le visage d'Antoine, mon frère, tel que je l'avais vu dans les photos jaunies de Viviane. Un nourrisson aux yeux verts comme les miens, abandonné à sa mère adoptive pour un empire bâti sur le mensonge. J'ai décidé d'enquêter plus profond. Ma première étape, Lyon, la ville de mon enfance, où les traboules sombres cachent encore des amours coupables. J'ai pris le TGV, ce serpent d'acier filant à 300 km/h à travers la Bourgogne, et débarqué sous une pluie fine qui rendait les pavés glissants comme des promesses brisées. Ma mère vivait toujours là, dans un appartement haussmannien du Vieux-Lyon, entouré de chats angora et de regrets. Elle avait 80 ans maintenant, frêle comme une feuille d'automne, mais ses yeux bleus perçaient encore les âmes. Élise, ma chérie. Quelle surprise! Son étreinte était chaude, mais je sentais la peur sous sa peau. Nous avons pris le thé dans son salon au meuble Empire, face à la Saône qui coulait paresseusement en contrebas. J'ai commencé doucement.
des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur papa, ce professeur d'histoire passionné par la Révolution française. Puis, le coup près, « Maman, dis-moi la vérité sur Antoine. » Son visage s'est figé, la tasse tremblant dans sa main. Antoine, le mari d'Élise. Que veux-tu savoir? J'ai posé les photos sur la table, celle de l'hôtel de la Mulatière, datée de 1983, l'année de ma naissance. Était-il de papa? Les mots ont plané comme un aveu, et ma mère a éclaté en sanglots, un torrent qui a noyé le Darjeeling. Oui, murmura-t-elle enfin, la voix brisée. Ton père. Il était faible, Élise. Après ton petit frère mort-né, il a cherché du réconfort ailleurs. Moi, je voyageais pour mon travail d'archiviste. Une liaison d'un été, avec une étudiante, Viviane, avant son mariage. Elle est venue me voir des mois plus tard, enceinte, exigeant de l'argent pour avorter. Mais ton père, idéaliste, a voulu assumer. J'ai refusé l'adoption. Elle a élevé l'enfant seul, en le faisant passer pour le sien avec son mari trompé. Le puzzle se recomposait. Viviane avait utilisé Antoine comme pion, l'élevant dans le luxe pour le lier à l'empire immobilier, tout en gardant le secret comme une arme. Et quand Antoine a découvert la vérité, lors d'une dispute ivre en 2010, elle l'a tué pour le faire taire, et m'a piégé parce que j'étais la clé manquante, l'inceste potentiel qui détruirait tout. Ma mère m'a supplié de pardonner, de laisser le passé enterré. C'est de l'histoire ancienne, Élise. Vis ta vie. Mais la vengeance bouillonnait en moi comme un vin nouveau. De retour à Paris, j'ai contacté un privé, un ancien flic de la PJ aux méthodes aussi sales que les bas-fonds de Barbès. Fouiller l'hôtel particulier. Chercher des lettres, des disques durs. Il a hoché la tête, empochant mes billets. 2 jours plus tard, un paquet anonyme, des cassettes audio, enregistrées par Antoine avant sa mort. Sa voix, pâteuse d'alcool. « Maman, je sais pour papa, et pour Élise. Elle est ma sœur. Tu nous as mariés pour nous contrôler, pour que l'héritage reste dans la famille tordue. Je vais tout dire à la police. » Puis, le bruit d'une lutte, un cri étouffé, et le silence. J'avais la preuve irréfutable. Au lieu d'aller aux autorités, j'ai décidé de la garder. Un atout pour la phase finale de ma revanche. Viviane était morte, mais son empire vivait, géré par un conseil d'administration de larve cupide, prêt à me couronner comme l'héritière légitime si je jouais bien. Lors de la réunion au siège de la Beaumont Immobilier, place de la Concorde, j'ai paradé en tailleur Chanel, les cheveux relevés en chignon sévère, un collier de perles, celle d'Antoine, autour du cou. Les directeurs, des hommes bedonnants en costumes anthracites, m'ont accueilli avec des sourires forcés. Madame Duval, quel plaisir! Avec la disparition tragique de Madame Beaumont, vous êtes notre actionnaire majoritaire. J'ai pris la parole, la voix ferme comme le granit de la Concorde. Messieurs, l'Empire Beaumont est pourri jusqu'à la moelle. Dettes cachées, pots de vin aux urbanistes de la mairie de Paris, et un meurtre non résolu qui plane comme un fantôme. Ils ont blêmi, échangeant des regards fuyants. J'ai diffusé l'audio sur l'écran géant, la voix d'Antoine, le cri. Le chaos a éclaté, accusation, démission hâtive. Mais j'avais déjà tout arrangé, un accord secret avec les promoteurs corses, qui rachetaient l'ensemble pour un prix dérisoire, me laissant une commission modeste mais propre. Je dissous la société. L'héritage Beaumont finit ici, dans la boue d'où il est sorti. Les médias ont adoré, l'héritière vengeresse démantèle un empire maudit. Des féministes m'ont acclamé comme une icône, tandis que les conservateurs me traitaient de traîtresse à la famille. J'étais divisé, héroïne ou monstre. Le soir, seul dans mon appartement, je buvais du pastis en écoutant du Piaf, me demandant si la justice valait le vide en moi. Puis, un appel inattendu, l'avocate qui m'avait libéré. « Élise, on a rouvert l'enquête sur la mort d'Antoine. Grâce à vos preuves anonymes. » Je n'avais rien dit, mais Marie, la gouvernante, avait craqué sous l'interrogatoire. Son témoignage confirmait tout. Viviane l'avait forcé à mentir, à placer la lettre falsifiée. Le twist est venu comme un coup de théâtre de Molière. Lors d'une perquisition posthume à l'hôtel particulier, les flics ont trouvé un testament caché. Viviane me léguait tout, mais avec une clause, révéler le secret d'Antoine publiquement, où tout allait à une association caritative antiféministe qu'elle haïssait en secret. C'était sa dernière manipulation. Me forcer à salir mon propre nom, à admettre l'inceste familial pour toucher l'argent. J'ai refusé, brûlant le document dans la cheminée de mon appartement, sous les yeux impassibles de la tour Eiffel illuminée. L'héritage est parti aux veuves de prison, et moi, j'ai gardé ma liberté, tachée de sang, mais intacte. Pourtant, la nuit, les fantômes dansent. Antoine, Viviane, mon père, une valse macabre où je suis à la fois victime et bourreau. Paris me tolère, cette putain de ville,
mais elle sait que la revanche n'a pas de fin heureuse. L'hiver 2025 s'est abattu sur Paris avec une férocité biblique. Neige rare sur les Champs-Élysées, gel qui craquait les vitrines des boulangeries, et un froid intérieur qui me rongeait plus que le vent du Nord. J'avais vendu la galerie lyonnaise de mon père, un geste de rupture finale, et investi dans une petite maison à Montmartre, perché sur la butte comme un corbeau sur une croix. De là, j'écrivais un mémoire sur les trahisons familiales dans la littérature française, de Racine à Houellebecq, où ma propre histoire se fondait anonymement dans les pages. Mais la paix était illusoire. Les ombres de Viviane me suivaient, des lettres anonymes glissées sous ma porte, des appels muets la nuit, et des rêves où Antoine me suppliait. Pourquoi, Élise? Nous étions maudits, mais pas coupables. La police avait classé l'affaire comme suicide assisté. Viviane, acculée par le cancer et les dettes, s'était empoisonnée elle-même. Marie, la gouvernante, avait été protégée. Un témoignage clé, une retraite généreuse financée par mes fonds caritatifs. Mais le vrai twist se révélait dans les détails. L'autopsie post-mortem avait détecté la digitaline, mais pas de source claire. Un flacon manquant de l'armoire à pharmacie de Viviane elle-même. Était-ce suicide ou mon crime parfait? Les journaux débattaient, justice poétique ou meurtre froid. Les féministes me défendaient, une femme brisée par le patriarcat immobilier, tandis que les traditionalistes hurlaient au matricide, invoquant les valeurs familiales à la sauce Le Pen. J'ai plongé dans la controverse, invité à des débats sur France Inter. Lors d'une émission nocturne, face à un psychologue barbant et une avocate conservatrice, j'ai lâché « La famille n'est pas un sanctuaire. C'est une prison dorée où les secrets pourrissent les âmes. » Le studio a explosé en applaudissements clairsemés, mais les réseaux sociaux m'ont lynché. Tueuse des Beaumont trending, avec des mèmes de moi en médé moderne. Ça m'excitait autant que ça me terrifiait. La vengeance n'était plus personnelle. Elle était publique, un spectacle romain où je gladiatorais avec des ombres. Puis, le coup de grâce, une visite surprise de mon demi-frère illégitime, un autre secret de mon père. Il s'appelait Julien, 35 ans, un barbu aux yeux verts comme les miens, galeriste à Berlin. Il avait lu les articles, tracé les liens généalogiques via Ancestry. Élise, je suis ton frère. Pas comme Antoine, mais du même sang. Nous nous sommes rencontrés au Café de Flore, sous les portraits de Sartre et Beauvoir, ironie existentielle. Il était doux, contrairement à notre fratrie maudite. Divorcé, un fils de 5 ans, des tatouages de poèmes de Rimbaud. Papa m'a parlé de toi sur son lit de mort. Il regrettait tout, Viviane, l'abandon. Les larmes ont coulé, salées comme l'océan Atlantique. Pour la première fois, je me suis senti moins seul. Julien savait pour l'inceste potentiel avec Antoine, mais il a balayé. C'était son poison à elle, pas le nôtre. Viens à Berlin, recommence. J'ai hésité, tenté par cet happy end improbable. Mais Paris me retenait, avec ses fantômes et ses boulevards tentaculaires. Au lieu de fuir, j'ai décidé de frapper une dernière fois. Exposer les magouilles des Beaumont au grand jour. Avec Julien comme allié, nous avons monté une expo choc au Centre Pompidou, héritage maudit, des installations mêlant photos falsifiées de Viviane, enregistrements audio d'Antoine et sculptures de moi en cire fondante, symbole de l'héritage qui se consume. L'ouverture a été un scandale. Critiques élogieuses dans le monde, boycott des élites immobilières. Une vieille tante Beaumont a fait une crise cardiaque dans la salle, mourant sur place, accident ou malédiction. Les médias ont titré « L'expo qui tue ». J'étais au centre du cyclone, divisé entre triomphe et nausée. Mais le vrai débat a éclaté quand un journaliste a révélé le secret de l'inceste, Élise Duval, mariée à son demi-frère. Les plateaux TV m'ont invité, et j'ai refusé, préférant une lettre ouverte dans Libération, « Le sang n'est pas destin ». Viviane nous a enchaînés dans son mensonge, je brise les fers. Les lecteurs se sont divisés. Certains me voyaient comme victime rédemptrice, d'autres comme manipulatrice incestueuse. Julien m'a soutenu, mais notre lien fraternel s'est tendu. Trop de sang partagé, trop de questions sur papa. La nuit de Noël, seul sur la butte Montmartre, neige au sol, j'ai bu du champagne volé au Beaumont. Était-ce vengeance accomplie ou BKCH éternel? Un appel de l'avocate, l'enquête sur Viviane est close. Suicide confirmé. Soulagement ou regret? J'ai souri dans le vide, pensant à la digitaline que j'avais versée. Paris dormait, mais moi, je veillais, reine déchue d'un empire en ruine. Le printemps 2026 a apporté un semblant de renaissance. Cerisier en fleurs le long de la Seine, terrasse bondée au Procope, et un amour inattendu pour moi, Élise Duval, la paria vengeresse. Il s'appelait Lucas, un restaurateur breton aux mains calleuses et aux rires contagieux, rencontré lors d'une expo subsidiaire à la Biennale de Paris. J'aime les femmes qui brûlent les empires.
avait-il dit en me servant une crêpe au sarrasin saupoudrée de sel de Guérande. Pour la première fois depuis Antoine, je me suis sentie vivante, non pas comme une ombre de prison, mais comme une femme libre de chair et de désir. Nos nuits étaient fiévreuses, dans son loft du canal Saint-Martin, où l'odeur de marée bretonne se mêlait à celle des graffitis anarchistes. Mais la revanche, cette garce jalouse, ne tolère pas le bonheur. Julien m'a appelé d'Allemagne, la voix hachée. « Élise, j'ai trouvé d'autres lettres. » Papa n'était pas innocent. Il a aidé Viviane à falsifier les testaments, en échange de silence sur l'adoption d'Antoine. Le twist final, mon père, ce pilier moral, était complice. Il avait su pour le meurtre du mari de Viviane, un accident de Deauville couvert par des pots de vin familiaux. Pire, il m'avait poussé vers Antoine sciemment pour sceller l'alliance des lignées, un inceste planifié pour consolider l'héritage. J'ai vomi, là, au téléphone, imaginant les dîners familiaux de mon enfance comme des complots empoisonnés. Lucas m'a soutenu, mais le doute s'insinuait. Étais-je la dernière d'une lignée de monstres? L'expo « Héritage maudit » tournait maintenant en Europe, amplifiant le scandale. À Berlin, des néo-nazis ont vandalisé l'installation, criant « dégénéré incestueux », tandis qu'à Londres, des psychanalystes freudiens débattaient de mon Édipe inversé. J'étais un phénomène, un sujet de thèse, mais au fond, une femme brisée cherchant la paix. J'ai décidé de clore le chapitre, une conférence finale au Collège de France, intitulée « La vengeance comme catharsis française ». Devant un amphithéâtre bondé, intellectuelle en tweed, étudiante aux yeux brillants, j'ai parlé sans notes, la voix chevrotante au début, puis ferme comme un décret révolutionnaire. Mesdames, messieurs, La famille n'est pas un roman de Balzac, idyllique et éternel. C'est un thriller de Simenon, sombre et impitoyable. Viviane m'a trahi, m'a fait endosser un meurtre pour protéger son trône de mensonges. J'ai répondu par le poison, métaphorique et littéral, parce que le silence est complice. J'ai révélé l'audio d'Antoine, les lettres de mon père, tout. Le public arrête le tenu son souffle, des applaudissements ont éclaté, mais aussi des huées « assassin ». Un homme s'est levé, un cousin éloigné des Beaumont, visage rougeau. Tu as détruit une dynastie pour ton ego. L'héritage était sacré. J'ai répliqué. Sacré? Bâti sur des tombes. Votre dynastie était un cancer, et je l'ai excisé. Le débat a dégénéré en pugilat verbal, divisant l'auditoire en camps, les progressistes me voyant comme libératrice, les conservateurs comme destructrice. C'était le climax que je cherchais, une revanche qui forçait le monde à choisir, à questionner ses propres secrets enfouis. Après, Lucas m'a emmené en Bretagne, sur les falaises de Plougastel, où l'Atlantique rugit comme une colère divine. Laisse tomber, Élise. Vis pour nous. Mais le twist ultime m'attendait, un test ADN anonyme, envoyé par un labo suisse. Résultat, Antoine n'était pas mon frère. Viviane avait menti une dernière fois. Les photos truquées, les lettres forgées pour me briser définitivement. Mon père était innocent. C'était son ultime manipulation post-mortem, via un notaire véreux. Soulagement, ou rage renouvelée contre un fantôme. J'ai ri, hystérique, face à la mer déchaînée. La vérité était un mirage. La vengeance, une addiction. Lucas m'a serré, et pour un instant, j'ai cru à El Happy End. Mais Paris appelait, avec ses intrigues et ses lumières. L'été 2026 a été un brasier. Canicule qui fait fondre l'asphalte des champs, manifestation contre les loyers exorbitants dans le 18e, et mon propre incendie intérieur qui menaçait de tout consumeur. L'ADN avait libéré mon père de l'ombre de l'inceste, mais pas de la trahison plus profonde. Il avait su pour les magouilles de Viviane et choisi le silence, par peur ou par cupidité. J'ai rendu visite à sa tombe au cimetière de la Croix-Rousse à Lyon, posant une rose fanée sur la pierre gravée « Professeur Émile Duval, 1948 à 2015 ». Pourquoi, papa? Pour l'héritage. Le vent a emporté mes mots, indifférents. De retour à Paris, j'ai transformé ma maison de Montmartre en refuge pour ex-détenus. Atelier d'écriture, cours d'art, thé à la menthe offert par des donatrices anonymes. C'était ma rédemption, un contrepoison à la haine. Lucas gérait le quotidien, cuisinant des fruits de mer bretons tandis que je dictais des chapitres de mon livre en gestation. Le sang des Beaumont, un récit en première personne qui oscillait entre confession et pamphlet. Les éditeurs se battaient pour les droits. J'ai choisi une petite maison d'édition féministe, refusant les avances mirobolantes. Pas d'argent taché, ai-je dit à mon agent. Mais le fantôme de Viviane refusait de s'enterrer. Une nuit d'août, orage tropical sur la capitale, un intrus s'est introduit chez moi. Pas un voleur, un dossier, laissé sur la table de la cuisine, avec une note, la vérité finale. De la part d'une amie. Dedans,
Des relevés prouvant que Viviane n'était pas morte de digitaline, mais d'un surdosage de morphine prescrit par son oncologue, un complice payé pour hâter la fin. Et le twist qui cloue le cercueil. L'oncologue était l'amant secret d'Antoine, un homme que j'avais rencontré lors d'une soirée au Crazy Horse, ignorant son lien avec mon mari. Viviane l'avait manipulé pour empoisonner Antoine subtilement, via des injections médicales masquant le meurtre. Moi, j'avais juste accéléré un suicide assisté qu'elle avait planifié. Le monde a basculé à nouveau. Étais-je innocente ou co-auteur d'un crime en chaîne? J'ai confronté l'oncologue, un quinquagénaire efféminé au cabinet chic de l'avenue Montaigne. Elle m'a forcé, Élise. Pour l'héritage, pour effacer Antoine qui savait trop. Il a pleuré, avoué tout, les injections létales, le chantage de Viviane. J'aurais pu le dénoncer, boucler le cercle. Au lieu, j'ai détruit le dossier, lui murmurant « Oublie. Comme moi ». C'était ma décision controversée. Pardonner pour briser la boucle ou justice pour iser. Les mois suivants, le livre est sorti, best-seller instantané. Débats enflammés, Élise Duval absoute ou coupable. Les lecteurs se chiaient en fait, certains pleuraient ma résilience, d'autres hurlaient à la manipulation littéraire. Lucas et moi avons fui à Saint-Malo pour l'été, marchant sur les remparts face à l'horizon infini. « C'est fini, Élise » a-t-il demandé, main dans la mienne. J'ai souri, ambigu. La vengeance? Oui. Mais les fantômes dansent encore. Le dénouement est BKCH, ou heureux. À vous de juger. Paris m'a pardonné, ou fin l'oubli. Je vis, j'aime, j'écris, une femme marquée par le sang, mais libre sous le ciel français. Et si Viviane revenait d'entre les morts, je lui dirais « aucun héritage. Seulement la paix que tu m'as volée, et que j'ai reconquise à ton prix. » Fin.